Maigret, la porte des Lilas Taisseurs. Elle avait entendu des coups de feu, 3 détonations nettes et sèches, brisant le silence paisible du quartier. Il était 5h42. À cette heure-là, rue de la Porte des Lilas, on n'entend d'ordinaire que le chant discret des merles ou, au pire, un camion poubelle mal huilé. Cette fois, c'était autre chose. Elle ne savait pas exactement d'où cela venait, mais une chose était sûre. Elle n'avait pas rêvé. Elle irait en parler à Maigret. Pas Jules, bien sûr. Jules Maigret et sa chère épouse, qu'il appelait tendrement Madame Maigret, n'avaient jamais eu d'enfant. Mais un lointain neveu avait repris le flambeau. Pierre Maigret, arrière-arrière-petit-neveu du célèbre commissaire. Un homme discret, méthodique, que l'on disait à la fois rustre et brillant. Depuis qu'il avait quitté Bruxelles pour s'installer à Virton, dans le sud de la Belgique, la province lui allait bien. Trop bien, même, selon certains collègues qui le trouvaient lent. Ce matin-là, le calme des campagnes gaumaises venait d'exploser. Et Pierre Maigret n'aimait pas les réveils brutaux. Chapitre 1, 3 coups de feu. Madame Jeanne avait entendu les coups de feu peu avant 6h. 3 détonations brèves, sèches, venues de quelque part derrière la haie des Touillas qui bordaient le terrain vague. Elle avait sursauté, sa tasse de café à moitié levée vers les lèvres, et s'était figée quelques secondes dans sa cuisine encore plongée dans la pénombre. Ce n'était pas la première fois qu'on entendait du bruit à la porte des Lilas, mais d'ordinaire, c'était une mobilette trafiquée ou un chien excité par un renard. Ce matin-là, le silence qui suivit les coups avait quelque chose d'étrangement définitif. Même les oiseaux, pourtant déjà réveillés, s'étaient tus. La rue était encore endormie, les volets en PVC étaient fermés pour la plupart. Un rideau remua au numéro 14, mais personne ne sortit. On était samedi, la plupart des voisins ne travaillaient pas, et la pluie de la nuit avait laissé un voile d'humidité sur les trottoirs. Une lumière orange filtrait de l'abribus, donnant à l'atmosphère quelque chose de flou, comme une photo mal réglée. Elle avait hésité plusieurs minutes avant de prendre son smartphone posé sur le buffet, à côté du pot de confiture. Le modèle n'était pas tout neuf, mais elle s'en servait juste assez pour consulter la météo et envoyer des messages à sa nièce. Ce matin-là, elle n'avait pas besoin de météo. Elle avait besoin d'une certitude, il n'y avait pas de sirène, pas de mouvement dans la rue, rien, sinon ce silence que le jour désormais levé ne semblait pas dissiper. Madame Jeanne s'appelait en réalité Jeanne Lemoine. Veuve depuis 13 ans, elle vivait seule dans une maison en briques rouges, modeste mais impeccable, au numéro 8. Tous les matins, elle écoutait les infos sur une petite radio numérique posée sur la table, à côté du bol de croquettes pour son chat Mistral. Alors, tous les soirs, elle regardait les séries flamandes avec les sous-titres en français. Et parfois, quand il se passait quelque chose d'inhabituel, elle appelait Maigret. Je dis pas Jules, évidemment. Jules Maigret n'était plus qu'un souvenir dans les livres. Elle en avait lu un ou deux autrefois. Mais celui-là, le Maigret de Virton, c'était Pierre Maigret. Un criminologue peu bavard, devenu inspecteur lui aussi, avec une manière d'écouter qui dérangeait parfois, toujours en veste sombre, même l'été, toujours une odeur de café froid autour de lui, et on me disait qu'il ne se fiait pas aux écrans, qu'il imprimait encore ses rapports pour les annoter à la main. C'était peut-être faux, mais c'était ce qu'on racontait. Elle n'avait pas osé l'appeler tout de suite, mais une fois les stores relevés, la table débarrassée, et après avoir passé un coup de chiffon sur le plan de travail, geste automatique, elle avait fini par composer son numéro à 7h18. Il lui avait donné rendez-vous pour 9h précises. Elle avait donc le temps de se préparer. Elle reposa le téléphone sur sa base, monta à l'étage et choisit un pantalon gris clair et un chemisier à col boutonné. Elle ne voulait pas paraître en désordre, même si elle n'était pas certaine qu'il la croirait, ou même qu'il ferait quelque chose. Après tout, il n'y avait pas de corps, pas de sang. Juste ce bruit, 3 claquements dans l'aube, et ce malaise qui, 2 heures plus tard, ne la quittait toujours pas. Le miroir de la salle de bain, embué par la douche, laissait entrevoir un visage tiré. Madame Jeanne ne se maquillait plus depuis des années, sauf peut-être un trait discret de crayon brun quand elle allait à l'église. Ce matin-là,
Elle s'était contentée de lisser ses cheveux courts avec un peu d'eau tiède, nouant un foulard prune autour de son cou. Elle jeta un dernier regard à l'horloge murale. 8h35. Elle avait toujours préféré arriver un peu en avance, même lorsqu'il ne s'agissait que d'un rendez-vous avec le vétérinaire pour Mistral. Elle prit son manteau beige, le même depuis 5 hivers, ferma les volets à mi-hauteur et sortit, en refermant soigneusement la porte à clé 2 tours. Une habitude que son mari avait gardée de la douane. La rue semblait normale. Trop normale peut-être. 2 voitures électriques passèrent, silencieuses comme des ombres, et un jeune homme à capuche consultait son smartphone à l'abribus. Plus loin, au carrefour, un livreur en gilet fluo scanna un colis devant une boîte aux lettres. Tout avait repris sa place, comme si rien n'avait eu lieu. Pourtant, Jeanne savait, elle connaissait ce quartier, chaque fissure dans le trottoir, chaque haie mal taillé, chaque bruit qui y appartenait. Et ceux qui n'y avaient pas leur place. Elle longea les maisons du côté père, jetant un œil discret vers le terrain vague. Rien. Pas même un chat. Juste la rangée de vieux garages délabrés, à moitié dissimulés par les ronces. On parlait depuis des années de raser cette zone pour y construire des logements sociaux, mais rien n'avait jamais bougé. À 8h54, elle franchit le portail du commissariat. Un petit bâtiment moderne, tout en verre et en acier, installé à l'entrée de la ville, près du zoning artisanal. Une plaque discrète en indiquait la fonction. À l'intérieur, un panneau tactile affichait la liste des rendez-vous de la matinée, mais elle ne s'y attarda pas. On l'attendait. Un agent en civil l'invita à monter. Elle gravit l'escalier lentement, les genoux raides, tenant la rampe comme on tient une certitude. À 8h59, elle s'assit sur une chaise en plastique gris, dans le bureau silencieux où les stores étaient à moitié tirés. Une odeur d'encre, de café réchauffé et de pluie séchée flottait dans l'air. Au mur, un plan de Virton, sur écran tactile, affichait en rouge les dernières interventions signalées dans la région. Aucun incident armé, nota-t-elle en silence. Le temps sembla suspendu. Elle observait les objets sur le bureau, un vieux stylo-plume, un presse-papier en laiton, un téléphone sans fil, comme si leur disposition pouvait lui apporter une réponse. À 9h précises, la porte s'ouvrit et Pierre Maigret entra, sans précipitation. Si tu as aimé ce chapitre 1, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater.